Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue avec Philippe David, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. C'est les voix responsables ce soir. Avec au sommaire de cette émission, la première filière d'orge responsable tracée en France est née. Et pour répondre à des enjeux communs de développement durable et agir sur la transition agro et écologique, Cronenbourg SAS, Malteries Soufflet et Soufflet Agriculture ont réuni leurs expertises pour élaborer le cahier des charges garant des agricultures de transition avec de bonnes pratiques agroécologiques pour les agriculteurs. Notre invitée Hélène Fray est avec nous, directrice marketing du groupe Soufflet In Vivo. On en parle dans quelques instants. Le label bio équitable en France à la cote. 21 nouveaux adhérents, groupements de producteurs, entreprises de la bio, associations de consommateurs ont rejoint la démarche qui permet la relocalisation de produits bio en France en 2023. Pas moins de 572 produits labellisés sont en rayon contre 361 en 2021. Vincent Rousselet, directeur de l'association Label Bio Équitable, sera avec nous. Et puis le café, la troisième boisson la plus bue au monde, opère un grand changement. Le goût, l'humain et la traçabilité. Un formidable dynamique s'est organisé autour d'un café de spécialité, comme on l'appelle, qui donne du sens à l'acte d'achat des consommateurs. Une filière vertueuse pour ceux qui le fabriquent et pour ceux qui le consomment. Christophe Servel sera avec nous, fondateur de Terre de Café. Il sera en direct d'Équateur. Bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et vous allez avoir la possibilité de découvrir la traçabilité de votre bière. On en parle avec Hélène Fray, directrice marketing groupe Soufflet In Vivo. Effectivement, s'ouvre aujourd'hui. Chère Hélène, bonsoir, merci d'être avec nous. Cette première filière d'orge responsable tracée en France. Ça y est, c'est là, c'est maintenant. On va pouvoir découvrir effectivement d'où vient notre bière. Exactement. Donc c'est une belle innovation, une filière qui va permettre de retracer tout le parcours de l'orge jusqu'à la bière, donc en passant par le malt. Donc ça a été une co-création entre Cronenbourg et le groupe In Vivo avec ses filiales Malteries Soufflet et Soufflet Agriculture. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs, parce que parfois on ne le sait pas, comment on fabrique la bière ? Eh bien, vous allez partir d'abord de l'orge. Il vous faut de l'orge qui va être transformé en malt, qui lui-même va être l'ingrédient principal de la bière. Donc vous allez après rajouter de l'eau, des levures potentiellement, des houblons pour lui donner tout son caractère. Mais effectivement, le malt, c'est l'ingrédient clé. Donc on a besoin de se focaliser sur l'amont agricole qui est l'orge. Et c'est pour ça que c'est innovant. Pourquoi cette filière aujourd'hui on boit de la bière depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une demande? C'était de la cervoise tiède. Oui, absolument. Est-ce que c'est une demande des consommateurs? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui plus normal qu'il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans? En fait, on répond à des demandes de consommateurs globales, à la fois sur un enjeu environnemental et sociétal. Donc, on est sur la lutte contre le réchauffement climatique, on est sur la préservation des ressources, la biodiversité. Et puis, on a aussi une attente par rapport à ces produits qu'on consomme au quotidien de transparence. Donc, la transparence, c'est savoir un petit peu en savoir plus sur le produit. Donc, je crois, il y a une étude de Kantar qui dit que 91% des Français veulent en savoir plus sur le produit et un Français sur 3 veut en savoir plus sur le process de fabrication de sa bière. Donc effectivement, on est dans une solution à la fois sur des pratiques agroécologiques qui ont été mises en place et c'est pas juste, on va voir tout le parcours qui est retracé depuis l'orge jusqu'à la bière en passant par le malt. Est-ce que du coup, il y a des processus que vous avez changés, c'est-à-dire qu'en reprenant ce traçage, cette traçabilité, il y a forcément l'entreprise s'est remise en question en disant là c'est pas bien, là il faut changer ça, ou c'est un long processus. En fait, c'est un long processus parce que déjà, c'est une transformation des pratiques agricoles. En fait, l'engagement qui a été fait, c'est sur la 1664 blonde. Et donc, c'est la troisième marque la plus consommée en France, 10% des volumes. Donc, c'est quand même un engagement qui va être massif. Aujourd'hui, c'est un enjeu de transformation, une trajectoire. C'est 20% du malt issu de cette filière orge responsable qui va être issu de cette filière orge responsable et ensuite ça sera 100% en 2026. Donc déjà c'est la mise en place de pratiques agroécologiques avec des enjeux qui sont vraiment il faut qu'on arrive à transformer tout, travailler avec les agriculteurs. Vous avez parlé de ce projet ambitieux, 20% d'orge responsable aujourd'hui, 100% en 2026, ça va aller très vite, c'est dans à peine 3 ans. Comment allez-vous y arriver? Parce que votre bière est brassée en France, à Obernai, en Alsace, très belle région, mais votre orge est aussi 100% française.
issu d'un partenariat donc entre Cronenbourg et les agriculteurs, tous issus de la région Grand Est. Exactement. C'est très local pour la bière la plus vendue dans le monde en fait. Oui, française la plus vendue dans le monde. Hein. Donc effectivement, alors ce qui permet de catalyser, d'être le levier clé, c'est le cahier des charges. Donc un cahier des charges qu'on construit entre InVivo, Malterie Soufflé Agriculture et Cronenbourg. L'idée, c'est d'être au service des engagements. Donc sur la biodiversité, préserver l'environnement. C'est aussi réduire l'empreinte carbone. Donc comment on le fait? Souvent c'est avec des couverts végétaux. Donc ils vont permettre de capter le carbone de l'air et puis le stocker dans le sol. Donc tout ça, ce sont des pratiques qui ont été mises en place par les agriculteurs via ce cahier des charges qui va permettre de garantir ces bonnes pratiques, de garantir l'origine et puis donc l'ensemble de ces éléments qui vont être tracés depuis le champ jusqu'à en passant donc par la malterie de Strasbourg qui est à côté d'Aubernais en Alsace. C'est aussi une gestion de l'eau par exemple. Oui, effectivement, c'est une. Alors moins peut-être sur le plan agricole, mais c'est en tout cas des éléments qui sont clairs dans les engagements de Cronenbourg, puisque l'eau, le process de l'eau est fondamental dans leur process de fabrication de la bière. Donc, on dit toujours qu'il faut avoir une bonne eau pour faire une bonne bière. Tout à fait. Mais il faut aussi une bonne orge. Oui, c'est ça. Et qui parle d'orge parle d'agriculteurs, parce que aussi on a aussi un problème de rémunération des agriculteurs aujourd'hui. Dont certains sont obligés de fermer parce que la rémunération n'est pas suffisante. Et là, c'est un engagement aussi en tout cas de cette filière. Exactement, parce qu'en fait, les agriculteurs partenaires. Donc aujourd'hui, il y en avait 45. Cette année, on est arrivé, donc après un an, on est arrivé à 120 agriculteurs et demain, en 2026, ce sera 250 agriculteurs. Donc on travaille sur une filière et cette filière, elle exige des pratiques et elle a des contraintes spécifiques. Donc il faut les mettre en place. Donc il faut avoir une rémunération qui permette d'intégrer tous ces éléments-là. Et en tout cas, il y a des débouchés garantis, valorisés et c'est le sujet de cette filière. Il y a un terme que vous utilisez, vous avez cité un chiffre, 91% des consommateurs souhaitent plus de transparence pour les produits alimentaires qu'ils consomment, 61% sur l'origine. Vous les appelez des consommateurs avec un C. C'était un très bon jeu de mots. Et c'est pour aller vers eux que vous avez fait ce QR code? Oui, déjà parce que pour répondre à ces attentes de transparence, mais c'est pas juste en fait comprendre tout le parcours, de donner de l'information, ça va beaucoup plus loin. L'idée, c'est un engagement. On va voir d'ailleurs à travers le QR code qui va être scanné, mais on va en parler. Le parcours, donc c'est-à-dire depuis l'agriculteur, la mise en place de ces pratiques, la date de récolte, donc la moisson, la date de maltage et la date de brassage sont des éléments aussi qui sont fondamentaux pour comprendre comment est fabriquée une bière. On la fabrique pas, effectivement, l'orge, elle est récoltée une fois par an. Oui. Donc il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et comment il faut faire grandir, en fait, passer de 20 à 100%. Donc pas juste seulement de l'information. Et derrière, c'est vraiment la mise en œuvre de ces pratiques. On a justement des interviews des agriculteurs partenaires engagés qui expliquent ce qu'ils vivent au quotidien aussi. Alors vous parliez de ce QR code qui sera disponible sur les bouteilles, oui. J'imagine, au flanc des bouteilles. Il est en fait sur le packaging extérieur et aussi sur la bouteille. Alors il vous donne quoi comme information? Donc, vous le scannez avec votre téléphone? Exactement. Vous arrivez en fait, vous rentrez le numéro de l'eau et vous arrivez en fait sur une appli digitale, donc qui s'appuie sur une technologie blockchain qui est innovante pour cette catégorie de produits. C'est une solution inédite, donc qui va permettre d'en savoir plus, d'incarner le savoir-faire de l'agriculteur, du malteur jusqu'au brasseur. Et on est dans elle va donner tout le parcours de cette bière, donc du champ jusqu'à la bouteille. Et on voit vraiment cette implication sur l'amont agricole qui est fondamentale. Est-ce que les premières bouteilles sont déjà en magasin? Oui, elles sont déjà en magasin. Ça fait environ près de 3 mois qu'elles sont en magasin. Et vous avez des retours? Oui, il y a des super retours très positifs, puisqu'aujourd'hui on a au cumulé, donc sur les 3 mois, on a plus de 30 000 connexions. Donc, et on a doublé le nombre de connexions depuis tous les mois. Donc, et aussi, un dernier chiffre important, c'est le consommateur. Il passe environ 3 minutes à regarder en fait l'application. Ah, c'est génial. Parce que vous pouvez tracer sur l'application combien de temps a passé le consommateur. Évidemment. On peut tout regarder. Après, c'est une appli aussi qui est évolutive, donc qui montre vraiment cette démarche de progrès, parce qu'à chaque nouveau stade ou numéro de lot, vous allez en savoir plus sur le pourcentage d'orge responsable tracé. Cronenbourg, la 1664, c'est la bière française la plus vendue dans le monde, d'après ce qu'on a vu, on le disait tout à l'heure.
Est-ce que ce QR code, il est également pour les produits exportés, parce qu'elle se vend quand même dans à peu près 70 pays, ce qui est colossal, c'est la moitié des pays de la planète, 70 pays, à peu de choses près, histoire de montrer, parce que on aime bien les alcools français, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, ça c'est pour l'ARCOM. Est-ce que c'est mis aussi sur les bouteilles, les boîtes qui partent à l'autre bout du monde? Alors pour l'instant, on n'est que sur la France. Pour le moment, c'est que sur la France, mais Exactement. on pourrait imaginer de le faire pour montrer le savoir-faire des agriculteurs français, le savoir-faire des malteries françaises, etc. Ah, certainement, oui, je pense que ça peut être une bonne concrétisation. Déjà, il faut arriver à le faire parce que c'est un bel enjeu. Et puis, c'est vraiment une vraie contribution. C'est, comme on disait, une transformation qui est massive. C'est un engagement ambitieux. Et il faut trouver les moyens, bien engager les agriculteurs partenaires et avoir en fait cette manière de tracer tout au long de la chaîne. Outre l'aspect communication, avoir du sens, est-ce qu'il faut embarquer justement vos concurrents dans ce type de filière, de dire on est plus fort à plusieurs, mais même si c'est vous qui l'initiez, de dire à un moment donné il faut rémunérer correctement ces agriculteurs, il faut effectivement que cette filière vive et soit de plus en plus solide. Alors moi je vais vous parler du point de vue d'Invivo, qui est le partenaire et qui est aussi acteur de qui veut agir pour la transition agricole et alimentaire. Donc la transition ne se fera qu'en la finançant. Il faut pouvoir mettre les moyens et pouvoir en fait à chaque fois, à chaque niveau, à chaque partie prenante, pouvoir permettre cette durabilité qui doit s'exprimer. Bien sûr, l'idée c'est pas d'opposer les agricultures. Bien sûr. L'idée c'est vraiment de pouvoir concrétiser, de répondre à chacun des besoins et des cibles de consommateurs pour ensuite avoir des propositions qui soient fortes et pertinentes. C'est quoi le rôle finalement du consommateur? Est-ce que c'est effectivement aussi, lui, il a une responsabilité de ne pas jeter par terre les bouteilles, de les ramener, de faire attention aussi? Ça aussi, c'est une responsabilité du consommateur. Je pense que le consommateur aujourd'hui, il cherche du bon, du sain et du sens. Ouais. Donc il est vraiment engagé dans des filières durables. Vous avez un partenariat avec des agriculteurs de la région Grand Est. Comment ça se passe, ces mises en partenariat? Elles sont en fait orchestrées avec la filiale d'Invivo qui est Soufflé Agriculture, qui en fait travaille avec les agriculteurs pour bien voir si le cahier des charges va pouvoir être appliqué. Parce qu'il doit être assez strict. Il est exigeant, il est certifié par un organisme extérieur. Il a donc effectivement des niveaux de référence qui sont attendus au niveau de la biodiversité, au niveau du carbone. Il y a des indicateurs qui ont été mis en place pour pouvoir monitorer cette filière. Donc l'année prochaine, on pourra en reparler si vous le souhaitez, avec des indicateurs encore plus évolués. Mais voilà, donc oui, c'est pas juste... C'est une vraie réflexion qui se mène bien en amont. Et qui va grandir. Vous dites une bouteille, chaque bouteille, son agriculteur. Forcément, quand on se met à la place des agriculteurs, on est heureux de se dire que on participe justement au changement de cette planète et à revaloriser aussi tous ces agriculteurs qui travaillent et pour qui la vie n'est pas toujours évidente. Exactement. Et donc c'est bien de quel retour vous avez justement des agriculteurs? Nos agriculteurs se sentent réellement partenaires de la filière durable Orge Responsable Tracé. Donc aujourd'hui, on a co-construit le cahier des charges avec eux et beaucoup ont mis en place des pratiques vertueuses qui pouvaient exister ou qui ont été développées, notamment les couverts végétaux. Exactement. Les haies, qui sont des éléments clés dans la biodiversité, mais aussi pour l'empreinte carbone. Donc voilà, il y a des éléments. Des ruches, Certains agriculteurs ont mis en place des ruches, d'autres des perchoirs. Donc voilà, il y a des éléments qui sont clés dans cette filière. Mais cette filière traçable pour Invivo en orge, vous pourriez envisager, comme vous êtes un immense groupe agricole, de le faire, je sais pas, pour du blé, pour du seigle, etc. Alors ça existe déjà sur certaines filières blé du groupe Invivo. Donc on a une démarche en fait de filière durable chez Invivo qui s'appelle Semons du Sens, et on travaille justement des cahiers des charges qui s'appuient sur l'expertise amont, les services, toute la réflexion sur les intrants agricoles pour pouvoir procurer au client final des offres durables qui répondent à ses besoins. Ça peut être sur le carbone, ça peut être plus largement sur d'autres projets. Donc on a
des clients nombreux et variés, pas seulement en orge, mais aussi en blé. Voilà. Eh ben, on fera un petit point dans quelques mois pour voir grandir cette filière, première filière d'orge responsable tracée en France. Merci beaucoup Hélène Frey d'avoir été avec nous, directrice marketing de groupe Soufflet In Vivo. Dans un instant, on va vous parler d'un label. Ça s'appelle le label bio-équitable en France. Et ce sont aussi des producteurs, des entreprises, des associations de consommateurs qui s'engagent aussi pour des goûts meilleurs et surtout pour du bio dans des magasins. Restez avec nous, on en parle dans un instant. À tout de suite. On vous emmène dans les vrais voix responsables avec Philippe David, dans l'éco-responsabilité, dans la traçabilité, dans le bio, dans le bon, c'est français en plus. Oui. Et on va vous parler d'un label qui s'appelle le label bio-équitable en France. On va en parler. Ce sont des produits qui sont labellisés, qui sont dans les rayons aujourd'hui. 572 produits labellisés. On va en parler avec Vincent Rousselet qui est avec nous, directeur de l'association label bio-équitable en France. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on connaissait le bio, hein, Philippe? Oui, ça on connaît, pas de problème. Le bio et le bio équitable. Quelle est la différence finalement? Eh ben, écoutez, les deux sont complémentaires, hein, oui. Parce que voilà, c'est le beurre et l'argent du beurre. Le bio respecte l'environnement et respecte la santé des consommateurs. Et l'équitable respecte le producteur et le revenu du producteur. On va dire c'est ça. D'accord. Et finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, du coup, qui est à l'origine de cette démarche équitable? Parce que on sent que c'est une association de plusieurs expertises, en fait. Ouais, tout à fait. On a été créé il y a pas très longtemps, il y a 3 ans, oui. En mai 2020, avec 55 différentes organisations, des entreprises PME familiales, bio. Des distributeurs comme Biocoop, Éthicable, et puis des groupements de producteurs. Bio et tous ces 55 structures ont créé l'association bioéquitable en France avec des consommateurs et aujourd'hui au sein de notre association tous ces gens-là discutent et ont élaboré le cahier des charges qu'ils respectent tous puisque tout le monde est soumis aux mêmes engagements finalement de respect de l'environnement, de respect de la bio, de respect des conditions sociales pour les producteurs, mais aussi pour les travailleurs qui sont dans les entreprises. Donc c'est une démarche vraiment sur l'ensemble de la filière et cohérente jusqu'au bout. Alors Vincent Rousselet, c'est du bio français. Parce que ça, il faut quand même le rappeler, le bio français, c'est du vrai bio, parce qu'on peut parfois acheter des bananes qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont déclarées bio, avec des produits qui sont interdits, même pour l'agriculture conventionnelle, en France, par exemple, dans les dom-toms pour les bananes. Vous, c'est vraiment du bio, vous me passerez l'expression, de chez bio. Oui, c'est comme notre nom l'indique, c'est du bio équitable et français. Et alors, notre travail, c'est de relocaliser des filières, des productions qui, à une époque, étaient françaises, et puis se sont délocalisées parce que les producteurs français n'étaient pas assez productifs ou compétitifs. Et maintenant, nous, on essaye de les relocaliser. Donc, vous vous rappelez de l'épisode de la moutarde, par exemple, qui avait disparu des rayons. La moutarde, on pensait que c'était produit en France, eh bien non, tout ça avait été délocalisé, notamment au Canada. Le Canada n'ayant plus de production, ça devait aller, ça devait venir d'Ukraine. Avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas pu se faire. Plus de moutarde dans nos rayons. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la relocalisation de la filière moutarde avec une coopérative, la Corab, et on a pu proposer une moutarde française bio et disponible dans les rayons des magasins bio. Enfin, le retour de la moutarde. Et on a plein d'exemples. On a plein d'exemples comme ça. Alors, on essaye de relocaliser des productions qui malheureusement sont parties à l'étranger pendant plusieurs années. Alors, ce qui est intéressant de savoir, on parlait de 72 produits aujourd'hui disponibles dans les magasins. Comment on obtient ce label ? Alors, pour obtenir ce label, il faut venir nous voir, première chose, et respecter les engagements du cahier des charges, qui est contrôlé par un organisme externe. Alors, déjà, il faut être bio. Bien entendu. Oui. La production doit être française, la transformation 100%, aussi. 100% française. 100% française. Oui, matière première, transformation, tout est français.
Quand on est une entreprise, on a une politique d'engagement de responsabilité sociale d'entreprise, donc de développement durable, sur la gestion de l'eau, sur la politique sociale. Et quand on est un groupement de producteurs, on s'engage sur des démarches agroécologiques qui vont au-delà du cahier des charges bio, sur le bien-être animal, sur la biodiversité. J'entendais votre interlocutrice précédente parler Hélène Frey. des ruches, Oui. des ruches, des haies. On peut parler aussi des mares, de la gestion de l'eau. Voilà, tout ça, ce sont des démarches que l'on met en place en plus du cahier des charges bio et sur lesquelles les producteurs qui sont dans notre association et qui sont labellisés s'engagent. Alors Vincent Rousselet, le bio, c'est la qualité sanitaire et environnementale, vous l'avez dit. L'équitable, c'est pour permettre aux paysans de vivre de leur travail, Oui. mais il faut vendre à un prix compétitif. Comment est-ce qu'on arrive à mixer les deux? C'est une bonne question, vous avez 4 heures. Déjà, ce que je voulais dire, c'est quoi l'équitable? Parce que quand on dit équitable, peut-être que le terme n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Il y a une loi en France, et on a vraiment de la chance en France d'avoir une loi qui définit le commerce équitable. D'abord, des prix basés sur les coûts de production et non pas sur les aléas du marché à la hausse, à la baisse, c'est-à-dire spéculatif, comme on a vu sur le blé ces derniers temps. Prix équitable basé sur les coûts de production. Engagement dans la durée entre les parties, entre le groupement de producteurs et son acheteur. 3 ans minimum, c'est du partenariat. Voilà, c'est pas le moins cher, j'achète au moins cher. C'est du partenariat dans la durée. Ça sécurise les producteurs sur leurs débouchés. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le fonds de développement. C'est un complément de prix payé au groupement de producteurs pour le collectif, pour renforcer la dynamique collective et notamment investir dans l'agroécologie, comme on vient de le dire. Alors c'est vrai que les produits bio sont parfois un peu plus chers que les produits conventionnels. Mais d'ailleurs, pas sur tous les produits. Ouais. Et je viens de lire une étude. Sur les fruits et légumes, par exemple, on a des écarts qui sont minimes, voire parfois moins chers, parce que justement, on est dans cette stabilité, on est dans ce partenariat avec les producteurs, on est dans l'assurance du débouché pour eux, et parfois on arrive à avoir des prix comme sur les fruits et légumes, des prix tout à fait compétitifs. On est sur toutes les filières. On est sur toutes les filières. Alors nous on est sur beaucoup de filières, sur les fruits et légumes effectivement, sur le lait, les produits laitiers, sur la viande. On a ouvert récemment, on est très fiers de ça, une filière miel, parce qu'il est très difficile d'avoir du miel bio en France. Les ruchers sont très fragilisés, notamment par les pesticides, malheureusement. Et aussi, on fait des produits non alimentaires, et notamment les plantes aromatiques et médicinales. Oui. Voilà, pour faire des huiles essentielles, par exemple. Et donc, vous allez retrouver notre label sur tous ces produits, sur des farines, sur des conserves de légumes, sur du beurre, sur des huiles essentielles, sur toute une gamme de produits, notamment alimentaires, mais pas seulement. Il y a une chose importante, parce qu'on a parlé de l'aspect environnemental, on a parlé de l'aspect sociétal avec le bio, environnemental avec le bio, sociétal avec l'équitable. Et pour l'aspect social, vous refusez de faire appel aux travailleurs détachés. C'est un choix délibéré? Totalement délibéré. Et totalement assumé. D'ailleurs, et parce que on a vu malheureusement de gros abus sur le travail détaché. Vous rappelez peut-être du scandale Terra Fecundis. Il y a eu un procès retentissant. C'est une société qui mettait à disposition des travailleurs détachés, soi-disant espagnols, en fait qui venaient d'Amérique du Sud, que l'on mettait à disposition des fermes. En disant que c'était des travailleurs européens, pas du tout, et en fait c'est presque de l'esclavage moderne. Donc nous, on préfère refuser effectivement le travail détaché. Et puis dans notre référentiel, on demande à ce que les entreprises qui s'impliquent avec nous aient une politique réellement sociale sur le bien-être au travail, sur la rémunération, sur la formation. Et comment on peut être sûr quand on est consommateur? Philippe vous l'a dit tout à l'heure, il y a du bio qui vient pas de chez nous. Voilà, sur la traçabilité, est-ce qu'il y a un site internet, quelque chose qu'on peut aller voir? Ah bah oui, un QR code. Je vous en cite. Allez. Oui, je vous incite à aller sur notre site internet, donc effectivement Bioéquitable en France, où vous allez voir alors la liste de nos marques, la liste de nos adhérents, évidemment notre cahier des charges détaillé, tout est absolument disponible et mis à disposition de toutes les personnes qui s'intéressent à notre label.
Sur la traçabilité, pardon, oui, ce que je voulais vous dire, un point très important qui fait partie du commerce équitable d'ailleurs. La matière première est tracée depuis le producteur jusqu'au produit fini. Donc, sur les bons de livraison, les factures, sur les sacs, sur les produits, vous retrouvez le label bio équitable en France qui permet une traçabilité complète depuis le producteur français bio jusqu'au produit fini, le lait, le beurre, les conserves, etc. Donc pour nous, c'est un point hyper important, cette traçabilité complète des produits agricoles jusqu'aux produits finis que nous consommons. Eh ben en tout cas, c'est une vraie belle nouvelle, ce label bio-équitable en France. Ça existe depuis... Je vous le donne, ce label. 2020. Depuis 2020, notre petit logo, voilà. C'est un carré vert et jaune avec deux mains qui se tiennent pour montrer le partenariat qui existe entre les producteurs, les PME familiales, les distributeurs. On peut trouver ce logo sur des marques comme Eticap, comme Paysans d'ici en grande distribution, Terre et céréales pour les flocons d'avoine pour les sportifs, en magasins spécialisés sur des marques comme Biocop, comme Procin, comme le lait de chèvre de l'Allémance. Bref, on a beaucoup de produits et de marques qui nous ont rejoints et qui nous font confiance. Et plus ça va, plus certaines d'entre elles nous rejoignent. Et on est très contents de ça. Et on incite vraiment les consommateurs à regarder ce label, à regarder les ingrédients, à regarder où c'est produit et d'où ça vient. En tout cas, on était ravis de vous donner la parole. Merci beaucoup Vincent Rousselet, directeur de l'association Label Bio Équitable en France. Vous restez avec nous. Merci. On va parler du café dans quelques instants. On va direction l'Équateur. On sera en direct d'Équateur. Ça s'appelle la Terre de Café. Son président sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. On vous emmène direction l'Équateur. On va vous parler de goût, d'humain, de traçabilité et de café, d'un café incroyable. C'est ce qu'on appelle le café de spécialité. Et pour en parler, Christophe Servel est avec nous, président de Terre de Café. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct d'Équateur. Quel temps fait-il ? Bonsoir. Alors bonsoir, je suis à la frontière équatorienne, en fait je suis en Colombie, mais pas loin de l'Équateur, et il pleut depuis 3 jours et aujourd'hui il pleut pas. Voilà. Ah bah, très bien. C'est l'effet Sud Radio, les vraies voix responsables. Peut-être. Alors rappelons quand même votre parcours. Vous avez choisi de faire le métier de votre papa. Vous avez été élu meilleur torréfacteur de France en 2015, et là aujourd'hui vous avez décidé de parcourir le monde parce que à un moment donné il faut que les Français se mettre à boire un vrai et bon café, et c'est le combat que vous menez. Oui, alors oui, le bon café, c'est un nom aujourd'hui, ça s'appelle le café de spécialité. Alors c'est un nom un petit peu bizarre parce que en fait, ce sont des cafés qui sont faits d'une manière spéciale. Et pour les trouver, le café, il faut voyager, il faut rencontrer des producteurs. Et ce café, il doit être bon et il doit également être durable. Et c'est tout le combat qu'on mène avec Terre de Café. Mais expliquez-nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui en direct avec des producteurs qui. Allez-y, pardon. Je vous ai perdu. Hein. Non, allez-y. Si vous nous entendez. Vous avez perdu. Non, vous êtes avec nous. Non, vous êtes avec nous. Oui. Non, la culture café Ok, très bien. La culture du café, en général, elle est de basse qualité dans le monde entier, dans tous les pays producteurs, et elle est non durable. C'est une culture assez intensive, extensive, et on voit beaucoup d'intrants chimiques. Et nous, on se bat pour faire la promotion de producteurs qui sont plus petits et qui ne mettent pas d'intrants, qui laissent pousser leurs arbres sur les caféiers et qui font de la qualité. Mais pour ça, il faut voyager et les rencontrer. Alors, il y a une chose importante. Est-ce que c'est vrai que la production mondiale de café est en danger? L'Arabica qui pousse en altitude, rapport à la montée des températures, et le Robusta qui pousse en plaine à cause des problématiques de l'eau. Oui, alors le grand problème, c'est le réchauffement climatique. Et effectivement, tous les cafés de basse altitude sont... il y a un petit problème de son, Christophe Servel, on va vous appeler. Oui, là, on vous entend à nouveau. On vous attend par intermittence. Vous m'entendez? Oui, allez-y, c'est bon. Allez-y. Il y a un changement climatique. Il y a un réchauffement climatique, un changement climatique, et ça entraîne en fait beaucoup de terres. Et d'ici 2050, la moitié des terres cultivées en Arabica ne pourront plus l'être.
Donc on aura de moins en moins de café. Et il y a une autre problématique, c'est qu'avec les prix bas, les producteurs ne se renouvellent pas. Donc on aura à la fois moins de surface agricole et moins de producteurs. Et donc ce qui va faire une chute des rendements. D'accord. Si vous dites chute des rendements, si on dit baisse de la production, mécaniquement, la loi de l'offre et de la demande, est-ce que ça va causer une hausse des prix du café et que le petit expresso, il va augmenter? Alors c'est déjà le cas. Le café a déjà pris 20 à 30% ces 2 dernières années. Et oui, on pense que le café, les prix du café vont doubler. Et ce qui va entraîner, nous on l'espère en tout cas, un changement. Oui, d'ici une vingtaine d'années, les prix, enfin même avant, d'ici une dizaine d'années, on pense que les prix auront doublé. Mais ça doit entraîner un changement de comportement par rapport au café, puisqu'en France aujourd'hui et dans le monde entier, on voit surtout des cafés non durables, pas très bons, mais beaucoup. Et ce serait peut-être temps de réfléchir à boire un peu moins de café, mais à boire beaucoup mieux de café. Beaucoup mieux de café de plus bonne qualité, c'est-à-dire vraiment changer la perception qu'on a de ce produit-là, qui est devenu un produit de masse, alors que il y a encore une cinquantaine d'années, c'était un produit pas de luxe, mais en tout cas, il était considéré comme une épice, comme un très joli produit. Ce café de spécialité, si on regarde un petit peu dans le monde, qui en consomme le plus et comment on est en Europe et en France? Alors. Oui, vous nous entendez? 15% aux États-Unis. Donc c'est énorme, j'ai en train de se retourner. En France, on estime Oui, je vous entends. Okay. Je vous entends. Allez-y. Donc aux États-Unis, c'est déjà 15% de la consommation. Ouais. Aux États-Unis, c'est 15% déjà de la consommation, donc c'est assez énorme. Le marché s'est déjà retourné. En France, on estime ce 4 à 5%, et c'est environ 5% aussi en Europe. Mais surtout, c'est un marché qui croît de 20% en moyenne chaque année. Donc c'est une progression fulgurante du marché de café de spécialité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans des villes de France ou dans des villes d'Europe, le concept est différent, c'est-à-dire qu'on va chez un torréfacteur, dans un magasin particulier, on n'en trouvera pas dans les supermarchés. C'est vraiment destiné à une certaine clientèle? Exactement. Il y a une multiplication exponentielle aussi d'endroits qu'on appelle des coffee shops, qui sont des endroits où on sert et on vend du café de spécialité. On est capable d'expliquer comment c'est fait, où c'est fait, par qui c'est fait. Et je voyage beaucoup et j'en vois absolument partout. Christophe Servel, est-ce que... Là, je suis dans une toute petite ville au fin fond de la Colombie. Oui. Non, allez-y, vous êtes dans une toute petite ville, allez-y. Allô, Christophe Servel? Il y a du décalage. A priori, il y a une rupture de ligne. Je vous entends. Là, vous nous entendez ou pas? Je vous entends là. Oui, est-ce que je vais vous poser une question. Quand on connaît les chiffres, c'est impressionnant. 3 torréfacteurs industriels, je ne sais pas si on peut les citer, se partagent 85% du marché mondial. Vous n'êtes pas un peu le Astérix qui essaye de faire en France le café contre les légions romaines, on va les appeler comme ça? Si, absolument. Mais des Astérix comme moi, il y en a des milliers dans le monde entier aujourd'hui. Et donc, ça change la donne. À l'origine, on est de plus en plus à acheter des beaux cafés, à avoir des relations directes avec des producteurs. Et le marché est en train de changer très, très vite. Alors c'est fou parce que quand on lit, on regarde finalement cette filière, on découvre énormément de métiers qu'on ne connaissait pas, et en tout cas pas dans cette fonction-là. Les botanistes, les agronomes, les sourceurs, ce sont des métiers dont on parle assez peu aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des métiers qui existaient déjà, mais il y a une multiplication des acteurs et il y a une intelligence qui se crée autour du café de spécialité. Et surtout, il y a une chose qui a changé depuis une dizaine d'années, mais vraiment depuis 5 ans en France. Et moi, j'y assiste tous les jours avec Terre de Café. C'est que on a une génération et une multitude de jeunes gens brillants qui ont décidé de faire de leur vie du café. C'est-à-dire que le café devient leur raison d'être, devient leur profession, mais aussi devient, leur préoccupation journalière. Ce sont des baristas, c'est un métier qui n'existait pas en France il y a 10 ans. Ce sont effectivement des agronomes, mais ce sont aussi des journalistes, ce sont des vidéastes, ce sont des sourceurs. Il y a tout un écosystème autour du café de spécialité qui s'est mis en place et surtout toute une économie. Il n'y a jamais eu autant d'investissements sur le café, notamment. Ah oui.
qu'il n'y en a aujourd'hui. Merci en tout cas Christophe Servel d'avoir été avec nous, fondateur de Terre de Café. Merci beaucoup. Cette liaison n'était pas très bonne, mais en tout cas on a bien compris l'intérêt de cette formidable dynamique de ce café de spécialité. Allez voir, ça s'appelle Terre de Café. Non, c'était très bien, c'était canon de vous avoir. On a le plaisir de voir l'Amérique du Sud pour ceux qui sont en vidéo. C'est ça. Vous restez avec nous sur Sud Radio, bien entendu. Merci, passez une belle soirée, à bientôt. Et on se retrouve demain à 17h. Cécile, avec un immense plaisir pour les vraies voix. Une joie, une bonne humeur. Une bonne humeur comme d'habitude. Tout de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller dans Conseil de famille et dans le Loft Musique. L'invité de Yvan Cujous et Christophe Alévèque et Benzi. Salut, à demain. Merci les gars, à tous.